Le port du masque devient progressivement la règle un peu partout, à l'intérieur, à l'extérieur, si bien que beaucoup de femmes ont décidé d'arrêter le rouge à lèvres. Elles n'ont pas pour autant renoncé à se maquiller et misent sur le mascara pour des regards de braise. Le marché des cosmétiques s'en trouve tout bouleversé. Reportage de Paul-Luc Monnier et Régis Maté. Sous le masque, un visage au naturel. Jeunes, moins jeunes, elles abandonnent le rouge à lèvres, laissent le fond de teint dans la salle de bain. La trousse de maquillage disparaît du paysage. Et au début, j'en mettais, mais bon, on se rend compte que le masque, il est plein de rouge à lèvres, donc oui, ça sert plus à rien. Ça nous démange, c'est pas agréable du tout. Et en plus de ça, on en met sur le masque, enfin, c'est pas plaisant. Conséquence, le marché du maquillage s'écroule. Au premier semestre en France, moins 38% de ventes par rapport à l'an dernier. Principales victimes, les rouges à lèvres, moins 50%, et les fonds de teint, moins 39%. Un manque à gagner pour les magasins spécialisés qui tentent de riposter grâce à des produits masques compatibles. Ces rouges à lèvres aujourd'hui sont longue tenue et sans transfert, donc aujourd'hui ne vont pas entre guillemets sur le masque. Quelques articles sentir mieux que les autres, les mascaras, les ombres à paupières, nouvelle star des rayons. Je suis venue chercher pour pas éteindre mes yeux parce que c'est ce qui ressort le plus après le masque, quoi. Mais alors le marché du maquillage se relèvera-t-il? Oui, mais à plusieurs conditions. S'adapter au masque et proposer des gammes plus naturelles. La crise change les mentalités selon ce spécialiste. Les consommatrices ont envie de mieux consommer, de consommer plus responsable. Et le maquillage, la composition des produits, c'est un élément qui est de plus en plus pris en compte par les consommateurs qui veulent consommer mieux et plus responsable. Aujourd'hui, selon un sondage, 21% des femmes se maquillent quotidiennement, 2 fois moins qu'il y a 3 ans. Dans un tout autre environnement, le président Macron a suspendu la chasse à la glu pour cette année. Elle consiste à piéger de petits oiseaux avec de la colle pour en attirer de plus gros. Cette pratique est dénoncée par les écologistes et la Commission européenne. La Cour de justice de l'Union européenne doit se prononcer sur son interdiction. Le président a cette fois choisi les écolos plutôt que les chasseurs. C'est une forêt quasiment inconnue qui se trouve pourtant au cœur de l'Europe, celle de Perušica dans les Alpes de Bosnie, un territoire totalement préservé où les animaux sauvages sont rois, surveillés à distance par des gardiens protecteurs. Alban Mikosi, Anne Donadini et Gian Claudio Calderara nous emmènent à la rencontre de ces hommes qui sauvent la planète. C'est la dernière jungle d'Europe. Oui, c'est vrai. Il existe des parcelles dans cette forêt où l'homme n'a jamais mis les pieds. Tout ici est encore sauvage. C'est pour cela qu'elle intéresse beaucoup les scientifiques et évidemment de futurs touristes. À nous de protéger tout ça. Miloš Nogo et Dejan Baturan ont un métier unique en Europe. Ils sont à la fois gardes forestiers et explorateurs. Et leur domaine, le voici. Perušica, dans les Alpes bosniaques, 1400 hectares d'une nature vierge, inchangée depuis 20 000 ans. Jusqu'en 1952, faute d'explorateurs, le tracé des rivières n'apparaissait même pas sur les cartes. Aujourd'hui, ils sont 14 hommes pour veiller sur 170 espèces d'arbres et des milliers d'animaux sauvages. Là, nous allons poser ces blocs de sel pour que les animaux puissent les lécher. Je pose le sel, ici, coincé entre les deux arbres. Et avec l'eau de pluie, ça va ruisseler tout autour. On espère que des chamois et des biches vont venir ce soir. Du sel, très utile à l'alimentation des cervidés. C'est le complément utile à leur bonne santé. Quelques kilomètres plus loin, les gardes jettent des grains de maïs. Pas pour faire pousser des plants, mais parce qu'il s'agit de la friandise préférée des sangliers. Là, nous jetons du maïs pour attirer les sangliers ici, pour qu'ils ne colonisent pas d'autres territoires plutôt réservés à d'autres espèces. Dans cette forêt, les animaux sont chez eux puisque les hommes sont absents. Quelles espèces exactement? Pour le savoir, les gardes forestiers installent des caméras automatiques. Le soir tombe.
Les guides nous expliquent que personne n'a le droit de rester dans la forêt la nuit. Le lendemain, nous saurons pourquoi. Les appareils photos sont relevés tous les 10 jours et sur la pellicule, la vie nocturne de la forêt apparaît. Près des lacs, une famille de loups et un peu plus loin un ours en plein repas. D'autres photos prises en plein jour dévoilent des serpents potentiellement très dangereux. En 2010, un randonneur français a disparu dans la forêt, son corps n'a jamais été retrouvé. Dans la partie inexplorée vivent au moins 80 ours. C'est la plus grande concentration d'Europe. Ce matin, à travers les jumelles, impossible de les repérer. En revanche, on voit clairement un renard et un peu plus haut dans la montagne, un groupe de chamois. À tout moment, nous sommes là pour protéger toute cette nature qui nous a été offerte. Que ce soit à minuit, tôt ou à 3 heures du matin, notre mission c'est à la fois d'empêcher les incendies et de venir en aide à des animaux en difficulté. Ce matin, autre surprise, un groupe de randonneurs bosniens. Quelques mots échangés avec le guide, un rappel des règles en vigueur. Être explorateur ici ne s'improvise pas. C'est notre premier jour de randonnée ici et nous aimons beaucoup. Pour marcher ici, il faut un peu d'expérience, de force, de courage et un bon équipement. C'est ainsi que nous allons dénicher des endroits secrets. Site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, la forêt de Perušica, protégée par ses anges gardiens, ne sera jamais exploitée. La Bosnie s'y est engagée pour maintenir à ses paysages leur beauté originelle. Vous avez peut-être déjà observé ces murs, ces façades que l'on sauve au moment de détruire de vieux immeubles. Ça s'appelle le façadisme. On reconstruit ensuite un bâtiment derrière. En Grande-Bretagne, cette pratique tourne à la farce. Le mélange des genres n'est pas toujours réussi. Maryse Burgot, Anne-Claire Poignard et Léna Soudre. L'immeuble le plus laid du Royaume-Uni, c'est le prix qu'a reçu cette résidence étudiante au nord de Londres. La façade est pourtant victorienne, briques et pierres sculptées, un patrimoine inestimable. Mais cette façade semble posée dans le vide, arrimée par des barres de fer à l'autre immeuble, juste derrière, à moins d'1 mètre. Il faut faire cela bien. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Ils ont coincé la façade près de l'autre bâtiment. Il n'y a aucune intégration. Ce n'est pas beau. On dirait même que tout est faux. Un ami habitait dans ce type d'immeuble très sombre, avec vue sur le mur. C'était tout simplement affreux. Pas très agréable, en effet, d'habiter cette résidence. Cette architecture porte un nom, le façadisme. Elle donne des cauchemars aux associations de préservation du patrimoine. Ici, un portique d'inspiration grecque. Il date du début du 19e siècle. Il est perdu devant cette façade de verre. Architecturalement, c'est très différent. Un côté sombre, moderne, avec du métal et du verre. Et de l'autre côté, un design traditionnel, plus classique. Beaucoup passent devant et se demandent « Mais comment cela a pu être permis ?» Cette architecture insensée est en fait une question d'argent. Pour obtenir plus facilement leur permis, les constructeurs promettent de sauver les façades. Mais ensuite, cela leur coûte moins cher de ne pas les intégrer au nouvel immeuble. Un phénomène en pleine expansion, dénoncé par certains architectes londoniens. C'est comme mettre du rouge à lèvres à un cochon. Si vous avez quelque chose de beau ici et que derrière vous avez quelque chose d'horrible, ça ne va pas. Le façadisme, ou l'art de ne chercher aucune harmonie entre l'intérieur et l'extérieur. Ces façades suspendues, en quelque sorte, ont désormais des allures de décors de cinéma, la négation même du métier d'architecte. Ils vous ont manqué en juillet. Les coureurs cyclistes seront de retour dès samedi pour le 107e Tour de France. Évidemment, le public se fera rare. On l'arrosera de gel hydroalcoolique et il sera tenu à distance. Les sportifs, eux, seront dans une sorte de bulle sanitaire sans cesse testée. Grégory Naboulet et Olivier Gardette nous décrivent ce dispositif exceptionnel. Derrière ces panneaux noirs, le Tour de France, ou plutôt des coureurs masqués qui arpentent une place désertée. Voilà à quoi ressemblent ce soir les prémices de la plus grande course cycliste au monde. Des panneaux installés pour éviter les attroupements
alors que la situation sanitaire s'est encore aggravée dans la région niçoise. C'est à cause du Covid, on n'a pas de choix. C'est nul, c'est nul. Voilà, je suis un amateur de vélo, grand amateur de vélo. Je suis très déçu de voir ça. L'épidémie s'invite donc au départ. Aujourd'hui encore, coureurs et suiveurs se faisaient tester grâce à ce laboratoire mobile qui suivra la course. Les résultats sont connus en 1 heure. 2 cas positifs et c'est toute l'équipe qui risque l'exclusion. Alors, les coureurs sont entrés dans une bulle, tout comme les mécaniciens, les médecins et les chauffeurs. 30 personnes maximum par équipe. Ils se sont filmés pour nous, car ni le public, ni la presse ne peut aller à leur rencontre. D'ailleurs, les traditionnelles conférences de presse sont devenues des visio-conférences de presse. La question sanitaire éclipse l'enjeu sportif. Bonjour, nous cyclistes, on est avec la fatigue, malgré tout des populations à risque. Malgré toutes ces précautions, certains craignent que le Tour ne puisse pas aller à son terme. Nous avons posé la question à bonne distance. Aujourd'hui, oui, on vit dans la crainte et je pense qu'on va vraiment vivre dans la crainte jusqu'à ce qu'on passe la ligne sur les Champs-Élysées. On est à l'écart des spectateurs. Forcément, ce ne sont pas des conditions de travail normales. Un tour hors norme qui s'élancera quasiment à huis clos samedi. Seules quelques dizaines de personnes seront sur la ligne de départ. Sur le trajet, les masques seront obligatoires. Une configuration qui pourrait durer jusqu'à la fin du Tour. Et le Tour, c'est à suivre à partir de samedi et jusqu'au 20 septembre sur France Télévisions, bien entendu. On s'accroche au dernier jour de vacances et vous emmène à présent découvrir la Bourgogne en péniche. Pas besoin de permis bateau. Au programme balade dans le calme, en famille, à la découverte de quelques trésors cachés. Destination France est signé Gaël Aldolz et Olivier Palomino. « 240 km de méandres, au cœur de la Bourgogne agricole, au plus près de la nature, et quelques rares péniches qui fendent les nénuphars. Certains voyageurs choisissent de naviguer entre farniente au fil de l'eau et découvertes historiques. Ah Céline, tu vas attacher à l'arrière parce que tu vas t'occuper. La famille Open Race vit au rythme des écluses pendant 10 jours. Chacun participe aux manœuvres. Très relaxant, puis on a souvent le bruit de l'eau et puis on va vraiment à un rythme qui n'est pas du tout celui qu'on a dans la vie active en fait. C'est vraiment très agréable et puis on est dehors toute la journée quoi. Le chemin de halage permet aux plus jeunes de se dégourdir les jambes en suivant la péniche, pendant que d'autres, entre 2 écluses, assurent l'intendance au village le plus proche. On a ce qu'il faut pour manger. On a trouvé. On a même pris un petit fromage local pour goûter. C'est une petite banane. Ce bateau de 13 mètres que l'on loue sans permis semble presque facile à manœuvrer. C'est un coup à prendre. Au départ, c'était pas évident parce que c'est pas comme une voiture. Le bateau, il répond pas tout de suite au volant. Donc il y a un temps de latence. À bord, tout est très fonctionnel, compact. Mais ici, la promiscuité ne gêne personne. Après le confinement, cette famille séparée entre Bretagne et Charente avait besoin de se réunir dans un cocon. Pour moi, c'était important qu'on se retrouve presque les uns sur les autres en fait. J'avais pas forcément envie de trop de liberté, mais de retrouver mes parents et mes neveux que j'avais pas vus pendant longtemps. Et sur toute sa longueur, de la Saône à Lyon, le canal de Bourgogne est bordé d'histoire, et spécialement de Renaissance. Bienvenue au château d'Ancille-Franc, petit bijou architectural. On n'a pas vraiment de semblable en France qui soit doté d'une telle architecture. Un quadrilatère parfait du milieu du XVIe siècle qui servit de modèle à la cour carrée du Louvre. À l'intérieur, des appartements raffinés et des peintures murales attribuées aux plus grands maîtres italiens et flamands. Beaucoup dans les bruns, les marrons. Wow, trop stylé le place. Il est vraiment joli avec tout ce doré, ces couleurs bleues et il y a plein de peintures dessus. Les Clermont-Tonnerre, bâtisseurs du château, ont eu l'honneur d'héberger Louis XIV, une visite qui les perdra. La famille Clermont-Tonnerre se met en 4 pour accueillir le roi Soleil. Et il y a tellement d'argent qui a été dépensé que la famille Clermont-Tonnerre a dû mettre en vente le château au XVIIe siècle. Aujourd'hui,
un propriétaire privé restaure pas à pas ce fleuron de la Renaissance. Pour voir ça, d'habitude on fait les châteaux de la Loire. Mais un château comme ça, je ne pensais pas, non, en Bourgogne. Hein. Agréablement surpris parce qu'il n'y a pas que les vignes. Retour en fin de journée sur le calme canal où le temps semble s'étirer. Contemplatif, le grand-père préfère de loin ces vacances-là à celles de l'année dernière dans une station balnéaire. Dans les lieux au bord de la mer, il faut toujours faire la queue pour le rôti, la queue pour le pain, la queue pour le resto, la queue pour les frites. Oh non, nous on aime bien être tranquille. Et puis j'adore la nature, alors là on est servi. Hein. Ce qui vous plaît, c'est qu'il n'y ait personne en fait. Exactement, exactement. Ça c'est vraiment le pied du pied. Et rares sont ceux qui naviguent toute l'année. Comme ce retraité qui depuis 2 ans parcourt la France sur sa péniche avec potager embarqué. Ce qu'il aime, c'est l'esprit de solidarité qui règne sur l'eau. Il y a quelqu'un qui tombe en panne sur le canal, tout le monde s'arrête pour lui demander s'il peut l'aider. S'ils ont une pièce, ils vont le dépanner. S'ils n'ont pas, ils vont lui dire bon bah à tel endroit on peut trouver, je vais appeler quelqu'un pour venir vous dépanner. C'est une autre vie. Une autre vie, d'autres vacances, rythmées par le bruit de l'eau et des plongeons. Les derniers jours de vacances. Ce soir, sur France 2, vous avez rendez-vous avec vos artistes préférés qui ont été privés de scène cet été, alors que la plupart des festivals ont été annulés. On retrouve Leïla Kadour et Nagui depuis le domaine national de Saint-Cloud. Bonsoir. Ce soir, vous nous proposez